Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 24 février, voici les titres qui seront développés. La troisième édition du Forum Monaco pour l'emploi s'est déroulée tout ce lundi au Grimaldi Forum. Le bilan, les enjeux et les nouveautés notamment, avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé qui sera avec nous dans quelques instants. Ce lundi 24 février marque le troisième anniversaire du début de l'invasion russe en Ukraine. Nous retrouvons sur place notre correspondant à Kiev, Bastien Bory. Une large partie de ce journal sera consacrée au sport, avec pour commencer les enjeux de la rencontre de mardi, Monaco face à l'Asvel en quart de finale de Coupe de France de basket. Nous recevrons Théo Andan qui, sous les couleurs de l'ASM Athlétisme, a remporté ce week-end la médaille d'argent du 400 mètres au championnat de France en salle. Toujours en indoor, Franck Oberdorf vient de remporter les championnats du monde du 2000 mètres en handi-aviron avec un record à la clé. Nous avons suivi Nicolas D'Angelo lors du semi-marathon de Cannes. Il avait pour objectif de battre le record de Monaco. Et enfin, dans notre rubrique Ceux qui font Monaco, aujourd'hui, la présentation de l'imprimerie Ditto. On ouvre ce journal avec un rendez-vous qui devient incontournable en principauté. C'est déjà la troisième édition en un an et demi du Monaco pour l'emploi, un forum dédié aux entreprises souhaitant agrandir leurs équipes et aux candidats intéressés pour booster leur carrière. C'était toute la journée au Grimaldi Forum. Regardez ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Jean-Alexandre Dordet. CV à la main, ils sont nombreux avec la même idée en tête, trouver l'opportunité professionnelle qui leur correspond. Pour y arriver, pas de secret, il faut se lancer, échanger, en espérant que le courant passe. Il y a pas mal d'opportunités, donc c'est vraiment bien organisé aussi. Et ça permet de rencontrer finalement les recruteurs directement. Ça donne beaucoup de travail à Monaco. Ça sauve une bonne partie de la Côte d'Azur, disons, et de l'Italie aussi, et de la Riviera. Pendant une journée, avoir à disposition toutes les entreprises qui recherchent. C'est vraiment très très intéressant. J'ai déjà travaillé un été ici et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait aujourd'hui pas mal, vraiment beaucoup de beaux recruteurs. Ce sont en effet plus de 100 entreprises dans 13 secteurs d'activité différents qui exposent au forum. Parmi eux, la comptabilité, le juridique, la santé, le numérique ou encore le BTP. Nous recherchons un chef de chantier. Aujourd'hui, il y a des grands chantiers qui prennent fin sur Monaco, comme tout le monde le sait. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui, de par les visites, qu'effectivement, il y a un petit peu plus de personnes qui recherchent dans ce secteur-là, en effet. Et la nouveauté cette année, un espace dédié au secteur du luxe, car Monaco se démarque aussi par son image d'excellence. À Monaco pour l'emploi, on ne parle d'ailleurs pas de candidats, mais de talents. Notre priorité, bien sûr, c'est de trouver de nouveaux talents. On se rend compte qu'on a des gens d'un petit peu partout du monde et c'est exactement ce qu'on recherchait, donc on est ravis. Mais aussi de rencontrer des partenaires, travailler potentiellement en étroite collaboration avec d'autres exposants. Et pour bâtir un avenir prometteur à Monaco, le gouvernement a signé une charte avec le Crous et l'association de l'industrie hôtelière monégasque afin de mettre à disposition des logements pour les travailleurs saisonniers. Et avant de clore ce dossier avec nous ce soir, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, bonsoir. Bonsoir Fabien. Comme je viens de le dire, la troisième édition s'est déroulée toute cette journée. Il est temps de faire le bilan. Que peut-on dire de cette troisième édition ? Eh bien écoutez, comme je l'avais pressenti, elle s'annonçait bien et elle s'est bien déroulée avec une satisfaction manifeste des participants, en tout cas des employeurs présents sur le forum, et puis une fidélité des visiteurs très appréciable. C'est trop tôt pour donner le chiffre du nombre de personnes qui sont venues. Ça a été calculé déjà ou ça sera plus tard ? Alors c'est déjà calculé. On est cette année à 5793 visiteurs. Je rappelle que l'année dernière, nous étions à 5007. D'accord. C'est donc la troisième édition en à peine un an et demi. On le sait, Monaco est un bassin très important pour les Alpes-Maritimes en ce qui concerne l'emploi. À quel point Monaco a besoin de nouvelles recrues, de nouveaux employés ? Alors je crois que les chiffres le démontrent. L'emploi est en croissance sur Monaco. On a une augmentation de, en gros, 4% par an, ce qui veut dire un nombre de salariés croissant, indispensable à recruter, à la fois pour assurer la pérennité de nos entreprises, de nos sociétés, leur développement, et puis également assurer la pérennité de notre modèle social. Vous le savez, la bonne santé des caisses sociales et de nos caisses de retraite est intimement liée à la croissance de notre population salariée. Et dans quel secteur d'activité vous recherchez, Monaco a besoin particulièrement ?
Alors en fait, tous les secteurs sont en recherche. Il y en a qui sont plus en recherche que d'autres. De façon assez claire, le secteur de l'intérim recherche énormément de gens. Alors on a des inquiétudes évidemment sur l'intérim puisque c'est intimement lié à l'activité de construction. Mais en réalité, il y a de nombreux secteurs d'activité qui ont besoin d'intérim et qui effectivement recherchent des profils particuliers. Après, vous avez tous les secteurs classiques, l'hôtellerie, la restauration. La SBM qui était présente sur le forum avait organisé son propre forum de recrutement. Ils avaient besoin de 1200 personnes. Ils ont trouvé 600 lors de leur propre forum de recrutement. Et donc, ils avaient encore une marge de recrutement importante. Et je crois que ça s'articule très bien avec la tenue de Monaco pour l'emploi qui vient en deuxième ligne pour un recrutement très très large. Bien sûr, ensuite, c'est les activités support, les activités du numérique, l'activité financière qui sont toujours en demande d'emploi et de recherche. Alors la question est un peu naïve, mais c'est la réponse qui m'intéresse. Comment se fait-il que la principauté attire autant les salariés? Alors je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on assiste à une petite récession sur les territoires français. Donc il y a des candidats à l'emploi qui sont plus disponibles. Monaco continue de croître, offre une qualité de travail, une qualité de couverture sociale, une qualité d'allocation qui est appréciée et reconnue. Bien sûr, un salaire moyen qui est supérieur en principauté. Et finalement, quand on regarde la fidélité des salariés aux entreprises monégasques, elle est longue. Et donc les gens savent qu'ils s'engagent pour de la longue durée sur Monaco, qu'ils ont une certaine stabilité. Et je crois que ça, ce sont des atouts majeurs pour nous. La qualité de vie est au cœur des débats en ce moment, avec notamment les embouteillages aux entrées de la principauté. Est-ce que dans ce forum de l'emploi, on privilégie le télétravail pour éviter un engorgement encore plus important de travailleurs qui rentrent à Monaco ? Alors, c'est pas du tout le propos finalement de Monaco pour l'emploi. Le fait que l'on encourage le télétravail à Monaco, c'est une réalité. D'ailleurs, les chiffres montrent que le télétravail est de plus en plus utilisé par les entreprises monégasques et depuis l'année dernière, y compris par les entreprises qui emploient des salariés qui résident en Italie, puisque nous avions finalisé les accords avec l'Italie autorisant le télétravail pour les résidents italiens. Je crois que ces questions de mobilité sont des questions qui préoccupent l'ensemble du gouvernement et des partenaires sociaux. Les outils numériques qui ont été présentés à l'occasion de Monaco pour l'emploi dans le cadre de Your Monaco favorisent aussi la mobilité et le covoiturage. Donc ce sont des outils que le gouvernement a développés au service des salariés de la principauté et de façon plus générale de tous les visiteurs en principauté. Je crois que toutes ces démarches mises bout à bout vont petit à petit améliorer cette question de la mobilité. Et quant au logement, vous avez pu apprécier, je pense, la signature de cette charte à l'occasion du forum Monaco pour l'emploi avec le Crous qui va permettre de donner une réserve de logement pour les salariés saisonniers et aujourd'hui le directeur du Crous m'a confirmé qu'il avait été contacté par des entreprises monégasques pour obtenir des logements pour ces salariés saisonniers. Alors plus de 5000 personnes donc sont venues et ne sont peut-être pas repartis tous avec pratiquement 5800 personnes. 5800, près de 6000. Ils ne sont peut-être pas tous repartis, comme je disais, avec un emploi. Vous avez déjà une date de prévue, une 4e édition ? Écoutez, en principe, on va rester sur un rythme annuel, donc probablement février 2026. Ce que je peux vous dire, c'est que tous ne sont pas repartis avec un emploi, mais que beaucoup d'employeurs sont repartis dans des CV et que beaucoup d'employeurs m'ont dit on a prévu des rendez-vous dans nos bureaux pour revoir des candidats. Donc on peut espérer que effectivement Monaco pour l'emploi, c'est à l'origine de la conclusion de contrats de travail. Et ça pourra se faire dans les jours à venir. Christophe Robineau, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien. Ce sont des anniversaires que l'on aimerait ne jamais fêter. Il y a 3 ans, jour pour jour, la Russie déclarait la guerre à l'Ukraine. Le bilan, après 1096 jours non-stop de tirs, de lourdes pertes humaines, on parle de plusieurs centaines de milliers de morts, plusieurs millions de réfugiés, l'occupation de près de 20% du territoire ukrainien, sans parler des destructions d'infrastructures. Il est d'autant plus difficile de savoir quelle tournure va prendre ce conflit avec l'arrivée de Donald Trump dans cette équation. Sur place, on retrouve notre correspondant à Kiev, Bastien Bory. Bonsoir.
L'atmosphère n'est pas vraiment celle d'une ville en guerre. La population fourmille ici dans les rues, les restaurants, les commerces. Certes, les faubourgs de Kiev étaient pris d'assaut par les colonnes russes au début de ce conflit, mais aujourd'hui, la ville n'est plus autant exposée qu'elle ne l'était. Il n'y a guère que les sirènes d'alerte anti-aérienne pour rappeler qu'effectivement, le pays est en train de subir une invasion. Ce sont des sirènes nocturnes, on les entend distinctement et elles montrent que la défense anti-aérienne est active dans le ciel ukrainien pour intercepter les missiles et les drones envoyés par les forces russes. Et puis, il y a d'autres témoins de cette guerre, dont ce mémorial ici sur la place Maïdan, place centrale de Kiev, où des proches de soldats tombés au combat viennent se recueillir. Écoutez certains de leurs témoignages. I honestly, I can't believe this is happening to my country, and of course I'm sure that we don't deserve this. This has never should have happened, but here we are. This is our reality, and I really would like world to understand that one day, if we don't stop Russians, unfortunately this can be your reality as well. So now this is time for the Europe to unite and to do something. J'ai 3 fils. 38, 28 et 35. J'ai peur beaucoup. Je ne veux pas perdre mes enfants. À cause de désir de M. Poutine. Je ne veux pas. Je veux vivre vers les petits-enfants. Je veux les petits-enfants. Et je veux, c'est mon désir général, que la guerre s'arrête. Voilà, maintenant sur le plan diplomatique, les leaders européens s'activent. Une bonne dizaine d'entre eux sont arrivés à Kiev aujourd'hui pour un sommet avec le président ukrainien Zelensky. Emmanuel Macron, lui, est à Washington où il est reçu par Donald Trump. La question étant maintenant de savoir si Bruxelles pourra créer cette défense européenne autonome comme alternative à l'OTAN, dont le président américain a plusieurs fois menacé de se désengager. Sans transition, ouvrons une large page sport avec du basket pour commencer. Après sa défaite en finale de la Leaders Cup il y a une semaine face au Mans, la Roca Team affronte l'Asvel demain soir à Gaston-Médecin en quart de finale de Coupe de France. Écoutez avant ce match l'entraîneur adjoint Ilias Kansouris ainsi que l'international français Thierry Tarpé. Ils sont au micro de Frédéric Hélion. On est tous déçus d'avoir perdu le final, mais moi je vais les prendre comme un peu de motivation, un peu petite extra chose à pousser un peu plus fort pour la coupe qui reste. You know, the good teams show their character in the way they bounce back. So we need to react together as a team and not as individuals. We need to go back, in our chemistry. We need also to put and adjust also Daniel in our chemistry. That is very, very important right now. And we have to take it one game at a time. Asvel is a very good team. We played them very recently. But, for me, the most important thing tomorrow is, to go back in track. For sure, we didn't practice all together. Let's say for a few days, but we need to find a way. Pour les clubs en France de Euroleague, c'est toujours un match spécial. Encore, tous les joueurs, on se connaît chacun, donc c'est bon d'avoir un peu de rivalry, mais c'est rien de trop méchant, mais c'est bon d'avoir des bons clubs français en Euroleague, c'est ça. Monaco-Asvel en quart de finale de Coupe de France ce mardi à 19h30, salle Gaston-Médecin. En athlétisme, il a été vice-champion du monde du 4x400 avec la France. Et bien le représentant monégasque en club avec l'ASM, Théo Andan, vient de décrocher la médaille d'argent du 400 mètres ce dimanche lors des championnats de France en salle. Et il est avec nous en visio. Théo, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de participer ce week-end au championnat de France indoor du 400 mètres sous les couleurs de votre club, l'AS Monaco. Vous terminez, comme je l'ai dit, deuxième. Comment vous interprétez ce résultat ? Je suis très déçu parce que moi je voulais en tant qu'éternel compétiteur, je voulais la médaille d'or. J'étais venu que pour ça. Donc le fait de terminer deuxième, forcément très frustré après la course. Voilà, je suis encore c'est encore tout frais, donc j'ai pas encore le recul nécessaire, mais voilà, je voulais à tout prix cette médaille d'or. On va revenir justement sur cette course. C'était ce week-end. Vous faites une très bonne série. En finale, vous partez très bien. Vous êtes en tête. Racontez-nous d'ailleurs comment se sont passées les courses, que ce soit la série et puis la finale.
Déjà la qualification du samedi, donc les séries se sont bien passées. J'étais dans mon rythme, assez relâché. Je pense que c'est l'une de mes courses où je suis le plus relâché de toute ma carrière, où je me sens le mieux. Je réalise un chrono de 38. Vous êtes en tête des séries et puis le meilleur chrono des séries. Donc ça me donne confiance pour la finale. Ensuite en finale, mon coach m'avait demandé de me rabattre en première position avant le dernier tour. C'est ce que j'ai fait. Mais je me suis fait surprendre par mon concurrent qui me dépasse à la sortie du troisième virage. Vous êtes parti trop vite ou c'est pas ça? Non, je suis pas parti trop vite. C'est juste que il a bien joué son coup. Je l'ai pas senti venir. J'étais un peu surpris. Donc j'ai pas pu répondre tout de suite. J'aurais peut-être dû justement essayer de le ralentir ou d'essayer de le balader un peu pour le temporiser, mais c'est pas ce que j'ai fait. Je l'ai pas senti sur le moment, donc j'ai pas forcément de regrets. Mais cette deuxième place me laisse un goût amer. D'accord. Et ça peut vous servir pour la suite de votre carrière, oui? Oui, clairement, surtout qu'en salle, c'est des courses un peu tactiques. C'est pas comme les courses en extérieur où on est tout seul dans son couloir. En salle, on court tous à la corde et c'est vraiment des courses qui sont beaucoup plus tactiques. Donc on en apprend tous les jours. Même si maintenant je commence à avoir beaucoup d'expérience, j'en apprends tout le temps. Là, ça va me servir pour ma prochaine compétition qui vont être les championnats d'Europe en salle dans 2 semaines. Oui, c'est ça, c'est du 6 au 9 mars, oui. Exactement. Toute expérience est bonne à prendre, voilà. Quels sont vos objectifs là-bas, justement? C'est le 400 mix, le 4x400, le 400 individuel, c'est tout raflé? Pour l'instant, moi, je suis concentré sur mon objectif individuel dans un premier temps parce que la compétition démarre par ça. Moi j'ai pour ambition de faire une finale sur le 400 mètres individuel et ensuite viendra le relais. Et là avec le relais, bien sûr, moi j'ai toujours été un mec qui joue à fond le relais, donc j'espère rapporter une médaille avec le relais. Non, vous n'êtes pas médaillé d'argent aux mondiaux pour rien. Quel est le potentiel, de façon générale, quel est le potentiel de l'équipe de France en athlétisme en ce moment? Je pense notamment au championnat du monde donc de 2023 où, comme je l'ai dit, vous êtes médaillé d'argent, mais ça a été la seule médaille au championnat du monde et ça a été pareil au JO. Il y a eu une seule médaille qui était d'argent, je crois, à Paris. Comment se porte l'athlète de façon générale français? Elle se porte très bien là en ce début d'année. On a vu qu'il y a eu beaucoup de records de France battus, des records d'Europe aussi battus. Donc je pense que l'épisode de Paris 2024 lui a fait du bien. On a vu que l'année dernière au championnat d'Europe à Rome, on avait eu beaucoup de médailles. Je me souviens plus exactement du nombre, mais malgré le fait qu'on ait eu qu'une médaille à Paris, l'athlétisme c'est un sport hyper concurrentiel. Vraiment, il y a des médailles qui viennent de tous les pays. L'athlétisme français se porte très bien et je pense que à ces championnats d'Europe on peut être je pense que on va réussir, on va rapporter quand même un bon total de médailles. Et en ce qui vous concerne personnellement, comment vous vous sentez cette saison-là? Écoutez, moi je suis très content de mon début de saison. J'ai battu mon record en salle. Même si ce week-end j'ai pas battu mon record, mais j'ai fait 2 très bons chronos. Donc ça me donne confiance pour la suite. Je pense que je peux faire de belles choses dans cette fin de saison hivernale, mais aussi cet été. Donc c'est que du positif et j'ai hâte de voir la suite. On va vous suivre en tout cas au championnat d'Europe en salle aux Pays-Bas du 6 au 9 mars. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Il nous l'avait annoncé la semaine dernière sur Monaco Info, Nicolas D'Angelo visait le record national du semi-marathon ce week-end à Cannes. Le Monégasque a-t-il réussi son pari? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Camille Caloni. Pas de star de cinéma sur la Croisette dimanche matin, mais 2500 coureurs en plein échauffement avant de prendre le départ de la 31e édition du semi-marathon de Cannes. Parmi eux, plusieurs sociétaires de l'AS Monaco Athlétisme et notamment Nicolas D'Angelo qui vise le record de Monaco du semi-marathon. Il y a un peu de pression, comme avant toute course. Peut-être celle-ci particulièrement, il y a quelque chose en plus.
Hier, j'étais plus stressé qu'à l'habitude. Mais maintenant, on y est, on n'a plus le choix, il faut y aller. Il a un petit peu plu ce matin, donc la chaussée elle est un peu détrempée. Donc ça peut glisser un petit peu, mais la température est idéale, il fait une douzaine de degrés, il n'y a aucun vent. Donc les conditions sont quand même réunies pour la performance. Et 8h30, c'est le départ. Placé dans le premier sas, Nicolas part pour 21,1 km d'effort. Très rapidement, le Monégasque va s'isoler avec 3 autres coureurs aux alentours de la 10e place. Devant, Raphaël Montoya fait cavalier seul et l'emporte en 1h 4 minutes et 26 secondes. Le chrono défile et Nicolas D'Angelo arrive. Il termine ce semi à une très belle 13e place au scratch. Son temps, 1h 9 minutes et 16 secondes, soit 19 petites secondes de plus que le record de Monaco, toujours détenu donc par Antoine Berlin. Ouais, je passe à la mi-course, j'ai une quinzaine de secondes d'avance, donc le rythme il est bon. On n'était pas beaucoup, j'avais dit la semaine dernière que c'était important d'avoir un pack pour l'aspiration. On n'était pas beaucoup, on était toujours en groupe de 2, 3, souvent et devant, il y avait une petite brise. Bon, franchement les conditions étaient quand même très bonnes, mais ça se joue à ça, Voilà, le but premier c'est quand même soit de progresser. Après le record national c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce que j'avais dit aussi pour le marathon quand je l'avais pris. Donc non, ça aurait été exceptionnel, là c'est très bien. Il aura donc manqué 1 seconde au kilomètre à Nicolas D'Angelo. Pas de record de Monaco donc, mais une très belle course et un record personnel pulvérisé de près de 2 minutes. Sport toujours, nous l'avions rencontré dans la semaine. Il venait de battre le record du monde d'Andy Aviron sur 500 mètres en salle, en décrochant par la même occasion le titre de champion du monde. Et bien hier au soir a eu lieu le départ du championnat du monde d'Andy Aviron indoor sur 2000 mètres cette fois. Retour en images sur l'exploit du représentant de la Société nautique de Monaco, Frank Oberdorf. Une course en intérieur sur un ergomètre d'aviron, Frank Oberdorf était le grand favori de sa catégorie où les candidats utilisent seulement leur torse et leurs bras. Sur cette course, pour l'encourager, son coach était derrière lui. On est souvent autour de lui, donc nous on donne des conseils pour la gestion de la course, c'est à peu près 7 minutes 20 là. Je pense que c'est un truc qu'il peut faire, il a fait 7,24 mais il peut faire 7,20. Et donc pendant 7 minutes 20, il faut qu'on arrive à lui donner des bons conseils pour qu'il gère l'effort et qu'il puisse finir comme il a fini, c'est-à-dire très très fort, en grignotant une seconde et demie sur les 100 derniers mètres. Frank Oberdorf a réussi à parcourir les 2000 mètres en 7 minutes 24 secondes 9 centièmes. Il décroche donc un record mondial, mais aussi son meilleur temps, une prouesse technique pour ce sportif handisport. Il y a tout le travail qu'on a fourni jusqu'à maintenant et puis bon là tous les gens qui étaient là ce soir sont des gens qui me suivent sur quasiment toutes les compétitions et il y avait beaucoup de jeunes du groupe compétition donc avec qui on fait les entraînements en commun et on va sur les compétitions aussi donc du coup voilà c'est aussi leur montrer qu'on peut y arriver même en étant en situation de handicap voilà c'est avec les efforts qu'on peut y arriver. Le prochain rendez-vous pour Frank Oberdorf ce sera au mois de mars avec les qualifications pour les championnats de France bateau court, une compétition sur l'eau cette fois-ci. Autre beau résultat en judo, retour gagnant pour Rania Drid sur les tatamis. Après une saison compliquée due à une opération au poignet l'an dernier, la licenciée du Judo Club de Monaco a brillé en Pologne en décrochant une médaille de bronze à l'European Open de Varsovie dans la catégorie des moins de 63 kg, de bon augure à quelques mois des Jeux des petits États d'Europe qui se dérouleront cette année en Andorre. Passons à notre rubrique Ceux qui font Monaco. Aujourd'hui, on retrouve Émilie Flamin dans le quartier de Fontvieille pour nous présenter l'imprimerie Ditto, installée depuis la fin du XXe siècle en Principauté. Carte de visite, posters, invitations, c'est chez Ditto que ça se passe. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la seule boutique imprimerie de Monaco. Allez, on va faire la visite. Implantée en Principauté depuis 1996, l'imprimerie Ditto a su se renouveler à travers les années et l'arrivée des nouvelles technologies, même si elle garde aujourd'hui son cœur de métier. En 28 ans, on a énormément évolué. À la base, c'était un centre de reprographie, photocopie assez basique, avec quand même une originalité. À l'époque, il faut imaginer dans le contexte, on avait des ordinateurs en libre service. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore Internet, donc les gens pouvaient venir en boutique, travailler sur un ordinateur. Donc c'était quand même notre forte originalité. Bon, bien sûr, au fil des temps, le métier a évolué et aujourd'hui, on est, on va dire, une imprimerie classique
numérique et on fait aussi énormément de grands formats, signalétique, on travaille beaucoup pour les événements de Monaco. Voilà, donc on est devenu extrêmement polyvalent, on va dire, dans le métier de l'impression. L'originalité aussi de Ditto, c'est d'être une boutique. Donc on a pignon sur rue. C'est assez rare d'avoir une imprimerie, on va dire, qui ouvre ses portes au grand public. Donc nous avons une variété de clients extrêmement large, donc qui va du particulier, effectivement, qui vient juste faire une photocopie, aux grosses entreprises de Monaco qui nous sollicitent pour des impressions de brochures, de lettres, cartes de visite. Dans cette imprimerie, c'est 30% de particuliers et 70% de professionnels. Et l'exemple le plus parlant de l'entreprise concernant les grands formats, c'est celui de l'hôpital de la Palmosa à Menton. On a recouvert toute une façade, donc il y a 280 mètres carrés de vinyle micro-perforés qui ont été installés, posés à la corde, tout ça. Et donc ça, c'est un très gros chantier pour nous et très valorisant aussi pour nous. Et tout part de cet atelier. Dans cette salle, on va imprimer, on va façonner, on va couper. Donc c'est ici en fait que toute la magie s'opère dans le grand format. Là par exemple sur la table vous avez, donc c'est pour une future enseigne qui sera située à Roquebrune. Ici donc on va venir donc faire toutes les finitions, faire tout ce qui va être contre-collage. Là en l'occurrence donc ils vont préparer l'enseigne, ils vont préparer l'adhésif qui va être posé sur l'enseigne. Après on va faire tout ce qui va être enrouleur, tout ce qui va être aussi bâche, banderole d'événementiel, voilà, tout ce qui va être échenillage. Donc là on va travailler sur l'adhésif particulièrement. On travaille aussi tout ce qui est plexiglas, tout ce qui va être panneaux sur mesure, avec des coupes, avec des formes particulières, voilà. Cet endroit, c'est l'ancien cybercafé de l'établissement, un lieu qui est aujourd'hui un espace de restauration où on peut toujours venir louer un ordinateur, un lieu convivial où on peut venir se restaurer ou bien travailler. Voilà une entreprise qui a su se réinventer au fil des années. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées au Forum de l'Emploi, une 3e édition qui a attiré encore une fois énormément de monde. Nous en avons largement parlé en début d'édition. Sachez d'ailleurs que ce journal est à retrouver sur notre chaîne YouTube, sur l'application Monaco Info et sur les réseaux sociaux. Juste après ces photos, la météo présentée aujourd'hui par Christine Datomel. Ce journal est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Et bien demain, malheureusement, le temps sera plutôt triste. Beaucoup de nuages le matin, un ciel très chargé l'après-midi, des températures comprises entre 10 et 14 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Nestors. Alors, qui était Nestor? Nestor étant saint, c'était un évêque à Pamphylie qui est mort en martyr, entouré de fidèles en prière alors qu'il était crucifié. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.